jour, je voudrais prendre une approche un petit peu différente pour dire probablement la même chose. Vous savez, le bien portant, quand il regarde le malade à la fin de sa vie, qu'il le voit assis dans sa chaise, limité, poussé par sa femme parce qu'il est maintenant en chaise roulante, il se dit, moi, je ne veux pas vivre ça. Il le voit avoir quelquefois les inconforts de la douleur. Elle est parfois bien soulagée, quelquefois elle a des accès où il est bien, moins, il demande de l'aide. Et il dit, moi, je ne veux pas vivre ça. Et quelque part, il a peur. Et comme il a très peur de ce qui peut lui arriver, il veut avoir une police d'assurance. Si jamais ça m'arrive à moi, je veux qu'on puisse m'expédier à Patresse avec une petite piqûre, puis ça va être réglé en 2 minutes. Et je n'aurai pas à attendre ce long moment de fin de vie que je trouve si pénible. En fait, la fin de la vie, c'est une espèce de petit appendice où on finit par perdre connaissance, qui dure trop longtemps. Ce serait si facile, on va le couper, et puis c'est bien d'être terminé. Et en faisant ça, je libère un lit, je donne la place à d'autres, ça coûte moins cher, c'est efficace, c'est formidable. Ce que je voudrais essayer de vous faire voir, c'est que la fin de la vie est une période extrêmement importante pour nous, les vivants. C'est une période pleine de vie. Elle est un mélange d'ombre et de lumière, c'est vrai, mais il y a des lumières. Et je vais parler ici brièvement, un, du malade, deux, de sa famille. Alors le voilà, ce malade qui arrive dans une unité de soins palliatifs, comme l'a décrit le docteur Falardeau, que je salue, puisqu'il a fondé l'unité où je travaille aujourd'hui. Le voilà qui arrive et qui redevient confortable. Sa douleur est maintenant contrôlée. Il est moins essoufflé. Il est de nouveau capable d'écouter et de parler. Avant d'entrer chez nous, il avait les draps tirés sur la tête et il attendait que la douleur passe. Et maintenant, il a envie d'aller jouer aux cartes parce qu'il a encore quelques bonnes journées devant lui. Et on s'aperçoit avec lui que le monde de ses valeurs change. Ses priorités changent. Docteur, samedi, ne me donnez pas trop de morphine, elle vient me voir. J'ai quelque chose à lui dire. C'est plus important ça que vous contrôliez ma douleur. Et puis, les gens viennent, et puis ils rentrent, et puis ils parlent, et puis quelque part, des fils qui n'avaient jamais été attachés sont réattachés. Des pardons qui n'ont jamais été donnés sont donnés. Des gestes où il se met à dire ce qui est devenu, ou ce qui est l'essentiel de ses choix, de ses valeurs, se mettent à être posés. Et j'ai vu un vieux monsieur, pas si vieux que ça, mais bien maigre, se trouver un beau samedi matin avec ce costume noir pour dire à sa conjointe de 30 ans, « Écoute, c'est toi ma femme. » Quel beau moment, quelle belle affirmation, quel beau résumé de ces 30 ans. Tout ça devient possible si on a une infrastructure de soins appropriée. Elle n'est pas complexe, elle n'est pas chère, elle ne demande que de la bonne volonté. Et puis bien sûr, à un moment donné, le malade va perdre connaissance et puis on va le voir comateux sur un lit. Et je vous rappelle cette conversation, je vous raconte cette conversation. Docteur, notre mère est dans votre chambre depuis 6 jours. Elle est en coma depuis 6 jours. Elle n'a rien dit depuis 6 jours, c'est assez. On en a assez. Voulez-vous, on va finir ça maintenant. J'étais dans cette chambre et je comprends la détresse de cette famille. Je vous assure que je la comprends. Mais je me suis retourné vers le lit et j'ai vu une larme couler le long du nez de cette madame qui n'avait rien dit depuis 6 jours. Est-ce que les gens dont on ne sait pas ce qu'ils font et ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont absents? On voit des comateux revenir et nous dire, vous savez, docteur, je vous entendais et je ne pouvais pas vous répondre. Et beaucoup de ces gens qui sont en fin de vie avec, au fond, très peu d'énergie pour faire marcher le cerveau, n'ont pas un coma très profond. Ils sont en fait peut-être en train de continuer ce long travail intérieur qui leur prépare au départ. Et comment expliquer que cette madame qui est sur le bord de mourir parce qu'il ne lui reste plus rien pour retenir à la vie, on est sûr que dans les 3 jours, elle va être décédée, comment expliquer qu'elle ne meurt que le dimanche 7 jours après parce qu'elle voulait voir sa fille qui était en Australie?
la fille est venue, le samedi soir, elle est rentrée dans la chambre. Il a passé quelques heures là. Et puis le lendemain, elle est partie. Si elle était si absente, est-ce qu'elle aurait attendu cette fille? En d'autres termes, il y a quelque chose que nous ne contrôlons pas, que nous ne voyons pas à l'intérieur de la fin de la vie, de nos yeux. Nous, cependant, pouvons le soupçonner, et je dirais le soupçonner par le cœur. Et pour la famille, je vois cette madame assise près de son mari, elle tient la main depuis 3 jours. Il n'est plus présent. Il respire, il n'est pas souffrant, il n'est juste pas là. Pourtant, il est là. On entend le bruit de sa respiration. Et elle, fidèlement, s'assoit à côté de lui. Je passe, je suis en train de voir quelqu'un s'habituer à une nouvelle présence. Est-ce que ce sera inutile pour elle d'avoir pris ces quelques jours de présence silencieuse et d'apprendre à parler à celui qui sera dorénavant un absent, mais un présent là, à qui elle pourra parler cette fois-ci sans téléphone, directement, quand elle voudra, de jour et de nuit. Est-ce que cela ne sera pas important pour son deuil? Je pense que oui. Et quelque part, je le dis donc, qu'il faut être un peu impudent, en tous les cas, certainement un peu inconscient, pour dire, eh bien, c'est très simple, il n'y a qu'à prendre une hache et couper ce petit bout de vie que l'on vit à la fin de nos existences. De penser qu'il ne sert à rien et qu'on n'est pas en train de cueillir quelque part des fruits qui sont sur l'arbre de ce que nous sommes. Que l'on n'est pas en train de recréer une famille qui se resserre dans la souffrance et la douleur de ce départ. Qu'on n'est pas en train, au fond, d'apprendre de celui qui s'en va. Comment nous, on peut continuer à vivre. Je pense que si on n'a pas vécu ça de près, et c'est notre cas maintenant puisqu'on meurt à l'hôpital, maintenant, on n'a plus dans nos familles l'expérience de ce qui se passe. Je pense que la peur devient encore plus grande. On ne voit que l'ombre, on ne voit aucune lumière. Je pense que le bien portant intelligent encore plus, le bien portant pour qui l'autonomie est la seule valeur, va très facilement nous dire, eh bien, arrêtez ça ici, donnez les piqûres, c'est terminé. Ne respectez pas l'évolution de cette personne. Je trouve que c'est évidemment dommage, et je ne vois pas dans le discours pro-euthanasique qui est très largement répandu dans notre province en ce moment, je ne vois pas une forte attention à l'autre. Je vois une forte attention à ma peur, à moi, mais pas une forte attention à l'autre. Alors, s'il vous plaît, essayons de donner à tous ceux qui partent dans notre famille la chance d'être eux-mêmes jusqu'au bout. Accompagnons-les dans cet effort de devenir ultimement ce qu'ils sont. Faisons ce petit bout de chemin avec eux. Nous serons nous aussi un peu plus nous-mêmes. Merci.